Emily Longley est née le 10 avril 1993 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, de Mark et Caroline Longley. Elle est la fille aînée de la famille et l'enfance. Ses parents s'efforcent de lui donner ce qu'il y a de mieux. Emily a grandi comme une enfant joyeuse et énergique qui voulait toujours être au centre de l'attention. Ses proches se souviennent qu'elle avait non seulement une apparence brillante, mais aussi un caractère bien trempé. Dès son plus jeune âge, Emily s'est passionnée pour la mode et l'art. Elle aimait dessiner, prendre des photos et participer à de petits défilés de mode locaux. Son charme et son assurance ont fait d'elle une star naturelle parmi ses amis et ses connaissances. À l'école, Emily était populaire, toujours entourée d'amis et activement impliquée dans la communauté. À l'adolescence, sa famille a soutenu son désir d'embrasser une carrière de mannequin. C'est le début de sa passion pour la mode et le style, qui prend bientôt une place prépondérante dans sa vie. Emily rêvait de plus. Elle voulait conquérir de nouveaux horizons, voir le monde et réaliser quelque chose d'important. En 2010, à l'âge de 17 ans, sa famille a pris la décision de l'envoyer au Royaume-Uni pour qu'elle poursuive ses études et élargisse ses possibilités. Emily s'est installée à Bournemouth, vivant avec des membres de sa famille tout en essayant de trouver un emploi à la hauteur de ses ambitions. Pendant son temps libre, elle a continué à faire du mannequinat, participant à des séances de photos et à de petits projets. Son charisme et sa beauté naturelle attirent l'attention et elle se fait rapidement de nouveaux amis en Angleterre. Un soir, Emily s'est rendue dans un bar local avec des amis pour se détendre après une semaine bien remplie. C'est là qu'elle a rencontré Elliot Turney. Elliot a immédiatement attiré son attention. Son assurance, son charisme et ses compétences sociales font de lui un personnage à part dans n'importe quelle entreprise. Elliot a 3 ans de plus qu'elle, et Emily trouve cela fascinant. Elle se sent adulte à ses côtés. Elliot est issu d'une famille aisée qui vit dans l'un des quartiers prestigieux de Pristier. Ses parents, Lee et Anitra Turney, sont propriétaires d'une entreprise prospère, ce qui leur confère un statut social élevé. Elliot a grandi dans le confort et la prospérité, ne sachant rien refuser. Son enfance s'est déroulée au milieu des privilèges et il était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. À l'âge de 20 ans, Elliot vivait au crochet de ses parents. Il n'avait pas d'emploi stable, mais cela ne le dérangeait pas, car il pouvait toujours compter sur le soutien financier de sa famille. Ses journées étaient consacrées à ses amis, aux fêtes et aux voyages. Il conduisait une voiture de luxe et s'efforçait toujours d'être élégant pour souligner son statut. Elliot était sûr de lui, mais son assurance frisait souvent le narcissisme. Il s'efforçait d'être le centre d'attention et ne pouvait tolérer que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Ses amis se souviennent qu'il aimait raconter des histoires sur ses succès et montrer à quel point il est capable de tout réussir. Leur première rencontre avec Emily s'est déroulée dans une atmosphère facile et détendue. Elliot a immédiatement remarqué son apparence frappante et son assurance. Il s'est approché d'elle pour engager la conversation et, très vite, ils ont ri et discuté de leurs intérêts communs. Emily a été fascinée par ses manières et la façon dont il a su retenir son attention. À partir de ce moment-là, leurs échanges sont devenus réguliers. Elliot a commencé à inviter Emily à des sorties, des dîners et à des fêtes. Il s'est révélé être un jeune homme attentionné et attentif qui s'intéressait vraiment à la vie d'Emily. Emily apprécie son attention et les choses qu'il fait pour elle. Cadeaux, petites surprises et compliments font partie intégrante de leurs échanges. Elliot a présenté Emily à sa famille. Lee et Anitra Turney l'ont accueillie avec joie dans leur maison, voyant la fascination de leur fils pour cette jeune et belle fille. Ils organisaient souvent des dîners où ils invitaient Emily et essayaient de créer un environnement confortable pour elle. Emily a également présenté Elliot à ses amis, et il a rapidement trouvé un langage commun avec son entourage. Leur relation semblait harmonieuse. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, voyageaient et planifiaient leurs prochaines étapes. Emily, qui a toujours aspiré à l'indépendance, voit en Elliot quelqu'un qui peut soutenir ses rêves. Il lui promet de l'aider dans sa carrière de mannequin, se disant prêt à la soutenir dans tous les domaines. Elle commence à croire que leur relation pourrait être plus qu'un simple engouement de jeunesse. À première vue, leur couple semble parfait. Personne autour d'eux ne pouvait suggérer qu'il y avait quelque chose de troublant dans leur relation. Elliot semblait épris d'Emily et celle-ci, en retour, appréciait sincèrement son attention. Leurs photos partagées sur les réseaux sociaux, leurs visages souriants et leurs visages souriants
et leur légende romantique créait l'illusion d'une harmonie parfaite. Après leur rencontre, la relation entre Emily Longley et Elliot Turner a évolué rapidement. Au début, tout semblait parfait. Elliot était attentif, attentionné et entourait Emily d'attention. Pour une jeune fille qui commençait à peine sa vie indépendante au Royaume-Uni, cette relation ressemblait à un conte de fées. Cependant, le comportement d'Elliot n'a pas tardé à changer. Habitué à être au centre de l'attention, Elliot a commencé à manifester une jalousie habituelle. Son attention s'est progressivement transformée en un désir de contrôle. Alors qu'au début, il s'intéressait simplement aux personnes avec lesquelles Emily passait du temps et au déroulement de sa journée, ces questions sont devenues plus fréquentes et de plus en plus agressives. Il a commencé à vérifier son téléphone, à s'enquérir de tous ses amis et à exiger qu'elle s'explique pour les moindres retards ou messages. Emily, de nature bonne et douce, essaie de rester calme. Elle pense que la jalousie d'Elliot a dû à des sentiments sincères et espère qu'elle passera avec le temps. Elle le rassure, essaie d'être franche et lui assure qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais rien n'y fait. Elliot devient de plus en plus méfiant. Il commence à lui reprocher d'attirer l'attention d'autres hommes. Toute conversation qu'elle avait avec un autre homme provoquait chez lui une tempête d'émotions. Même des sourires innocents ou de brèves correspondances avec des amis pouvaient provoquer un conflit. Il n'hésite pas à faire des remarques devant ses amis, soulignant qu'elle ne devrait pas fréquenter d'autres personnes. Ce comportement devient inquiétant pour l'entourage d'Emily, mais elle ne veut mêler personne à ses affaires personnelles. Chaque jour, la tension monte dans leur relation. Elliot, qui avait l'habitude de faire ce qu'il voulait, ne supportait pas l'idée de ne pas avoir le contrôle total sur Emily. Il commence à faire des scènes des jalousies, même pour des choses insignifiantes. Si elle passait la soirée avec ses amis, il pouvait faire une scène, l'accusant de ne pas passer assez de temps avec lui. Emily se sent de plus en plus piégée, mais elle espère toujours pouvoir changer la situation. Les conflits atteignent leur paroxysme lorsqu'Elliot commence à insulter Emily. Il disait qu'elle se servait de lui, ou qu'elle se croyait meilleure que les autres. Ses paroles deviennent de plus en plus cruelles, ce qui effraie Emily. Elle a essayé d'éviter les conflits, mais cela n'a pas sauvé leur relation. Ses amis proches se souviennent qu'elle parlait de plus en plus de la tension qui régnait dans sa relation avec Elliot. Un jour, quelques jours avant la tragédie, elle a confié à une amie qu'elle envisageait de rompre avec lui. « Il est trop jaloux, et je n'en peux plus », a-t-elle déclaré. Cependant, elle a ajouté qu'elle avait peur de sa réaction si elle décidait de partir. À cette époque, Elliot devenait de plus en plus irritable. Ses amis se souviendront plus tard qu'il disait qu'il ne laisserait jamais Emily le quitter. Lors d'une conversation, il a même dit que si elle partait, personne ne l'aurait. Ces mots ont pu sembler être une plaisanterie, mais ils ont pris une toute autre signification par la suite. Le 7 mai 2011, dans la ville calme et mesurée de Bournemouth, où la vie suivait son cours habituel, une nouvelle inquiétante est tombée. Dans l'une des maisons d'un quartier huppé, le corps d'Emily Longley, 17 ans, a été retrouvé. Sa mort a été signalée par Anita Turner, la mère d'Elliot Turner, d'20. Elle a appelé la police pour signaler que leur invitée, la petite amie de son fils, ne donnait aucun signe de vie. La police et les secours se sont immédiatement rendus sur les lieux. La maison de la famille Turner, où les services d'urgence sont arrivés, était un cottage anglais typique. Une structure à 2 étages avec une façade bien entretenue, entourée d'un jardin soigné. De l'extérieur, la maison semblait être un bastion de confort et de prospérité familiale. À l'intérieur aussi, tout semblait ordinaire, jusqu'à la pièce où se trouvait le corps d'Emily. La chambre d'Elliot se trouve au 1er étage. Lorsque les sauveteurs sont entrés, ils ont été accueillis par une scène qui, à première vue, n'était pas suspecte. Emily était allongée sur le lit, la tête reposant sur l'oreiller et les bras croisés le long du corps. À première vue, on aurait pu croire à un sommeil naturel, mais un examen plus approfondi a révélé quelque chose d'étrange. Le corps de la jeune fille semblait anormalement immobile et sa peau était froide au toucher. Les médecins ont rapidement constaté que la mort était survenue il y a plusieurs heures. Malgré l'absence de blessures externes évidentes, la photo a éveillé les soupçons de la police. Les experts médico-légaux ont confirmé par la suite que la position d'Emily n'était pas naturelle pour une personne mourant dans son sommeil. Ce qui a attiré l'attention de la police, c'est l'atmosphère même de la pièce.
La chambre spacieuse était bien rangée. Les meubles étaient disposés de façon impeccablement droite, et il y avait un verre d'eau sur la table de chevet. Les vêtements d'Emily de la veille, elle était soigneusement pliés sur une chaise à côté du lit. Cela a immédiatement alerté les enquêteurs. Tout semblait trop parfait, comme si la scène avait été préparée. Le téléphone de la jeune fille, qu'elle avait habituellement toujours sur elle, se trouvait sur la table de chevet. Mais l'écran avait été nettoyé et il n'y avait pas d'empreinte digitale dessus. Son sac n'était pas dans la chambre, bien que ses amis aient confirmé qu'elle l'emportait toujours avec elle. Ces petits détails n'ont fait que renforcer les soupçons de la police quant au caractère accidentel de la mort d'Emily. Elio était dans la maison lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés. Son comportement semblait étrange. Il semblait agité, mais, de l'avis des policiers, sa panique semblait feinte. Lorsqu'on lui a demandé de décrire ce qui s'était passé, il a répété la même version des faits. « Nous sommes allés nous coucher et le matin, j'ai remarqué qu'elle ne respirait plus. » Interrogé par la police, Elliot a répondu brièvement, évitant les détails. Il a mentionné qu'Emily s'était plainte de maux de tête ces derniers jours et a suggéré que sa mort pourrait avoir été causée par une maladie sous-jacente. Cependant, son récit soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi n'a-t-il pas appelé une ambulance dès qu'il a remarqué qu'elle ne respirait plus? Pourquoi tout semblait-il si parfait dans la chambre, comme si personne n'avait essayé de sauver la jeune fille? Ces incohérences entraînent des investigations plus poussées et Elliot se retrouve immédiatement au centre des soupçons. Pendant que la police examine les lieux de l'accident, les interrogatoires des amis et connaissances d'Emily commencent. Ses amis les plus proches confirment qu'Emily était chez Elliot la veille et qu'elle n'avait pas l'intention de partir. Ils ont également révélé que la jeune fille se sentait tendue depuis quelques jours et qu'elle se disait même gênée par la jalousie d'Elliot. Ce témoignage est devenu un élément important de l'enquête. L'entourage de la jeune fille décrit Elliot comme un homme souvent agressif et désireux de tout contrôler. La veille de sa mort, des amis les ont entendus se disputer. Mais personne n'aurait pu deviner que cela mènerait à une telle tragédie. Lorsque la police a terminé l'examen de la scène, il y avait plus de questions que de réponses. Pourquoi Elliot n'a-t-il pas appelé une ambulance immédiatement? Pourquoi Anita est-elle entrée la première dans la chambre au lieu d'appeler les médecins tout de suite? Que s'est-il passé cette nuit-là? Et quelle est la véritable cause de la mort d'Emily? Immédiatement après la mort tragique d'Emily Longley, 17 ans, au domicile d'Elliot Turner, la police de Bournemouth a ouvert une enquête pour déterminer exactement ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Malgré les affirmations initiales d'Elliot concernant la mort soudaine et inexpliquée de la jeune fille, de nombreuses incohérences dans ses récits et un comportement étrange ont éveillé de sérieux soupçons chez les enquêteurs. La police s'est rendue compte qu'un travail minutieux serait nécessaire pour reconstituer une image de ce qui s'est passé. Les résultats de l'examen médico-légal du corps d'Emily ont constitué le premier élément de preuve important de l'affaire. Les experts ont confirmé que la cause de sa mort était la strangulation. Le cou de la jeune fille présentait des marques de pression à peine visibles, qui ne pouvaient s'expliquer par une chute accidentelle ou toute autre cause naturelle. Les experts médico-légaux ont conclu que la pression sur la gorge avait été exercée délibérément et pendant une longue période. Des tests supplémentaires ont montré que la mort est survenue dans les minutes qui ont suivi le début de la strangulation. Ces informations ont fait voler en éclats la version d'Elliot selon laquelle il n'avait rien remarqué d'anormal pendant la nuit. Le rapport médico-légal est la première preuve, et peut-être la plus importante, que la mort d'Emily a été violente. Il incombe désormais à la police de déterminer les responsabilités. La police s'est tournée vers les amis et la famille d'Emily pour recueillir des informations sur les derniers jours de la jeune fille et sur sa relation avec Elliot. Les amis de la jeune fille l'ont décrite comme gentille, joyeuse et ouverte, mais ils ont également noté qu'elle avait semblé déprimée ces dernières semaines. L'une de ses amies a déclaré qu'Emily s'était plainte de la jalousie et du contrôle excessif d'Elliot. Quelques jours avant la tragédie, elle avait déclaré « J'ai l'impression qu'il surveille mes moindres faits et gestes. J'ai peur. » Ces paroles sont devenues un élément important du dossier de l'accusation, soulignant la tension qui régnait dans leur relation. La famille d'Emily a également confirmé qu'elle avait évoqué des disputes avec Elliot. Son père s'est souvenu. Elle disait qu'il essayait de restreindre sa liberté, qu'il n'aimait pas ses amis et qu'il l'accusait constamment de choses qu'elle n'avait pas faites.
Ce témoignage a renforcé le portrait général d'Elliot comme un homme enclin au contrôle et à l'agression. Si les interrogatoires ont permis de se faire une idée de leur relation, les perquisitions effectuées au domicile des Turney ont permis de recueillir d'autres éléments de preuve. La police a examiné en détail la pièce où le corps d'Emily a été retrouvé ainsi que d'autres pièces. Dans une poubelle de la cuisine, ils ont trouvé des fragments de lettres déchirées qui semblaient être celles d'Emily. Certaines d'entre elles contenaient ses pensées et ses expériences liées à sa relation avec Elliot. Le texte figurant sur les fragments restants indiquait qu'elle craignait la réaction éventuelle d'Elliot à sa tentative de rompre la relation. Dans l'armoire d'Elliot, la police a également trouvé des notes dans lesquelles il exprimait ses émotions. L'un de ces messages contenait des mots inquiétants. « Si elle part, je ne lui pardonnerai jamais. Son sourire ira à quelqu'un d'autre. » Ces notes révèlent son instabilité émotionnelle et son éventuel mobile. En outre, la police a remarqué que plusieurs objets présents dans la pièce, dont le téléphone d'Emily, avaient été soigneusement essuyés et ne portaient pas d'empreinte digitale. Cela indique une possible tentative de destruction de preuves. La police a demandé des images aux caméras de vidéosurveillance installées près du domicile des Turney. Ces enregistrements montrent que, dans les heures qui ont précédé la mort d'Emily, Elliot a quitté la maison et est revenu peu de temps après. Les images montrent qu'il semblait anxieux et nerveux. L'heure indiquée sur les enregistrements correspond à l'heure estimée de la mort d'Emily, ce qui met à mal son affirmation selon laquelle il a dormi toute la nuit. Ces images sont devenues un élément important de l'affaire, indiquant qu'Elliot n'était pas honnête dans son témoignage. Un autre aspect qui a attiré l'attention de la police est le comportement des parents d'Elliot, Lee et Anita Turner. Dès le début, ils sont intervenus activement dans l'affaire pour tenter de protéger leur fils. Leur intervention a éveillé les soupçons, surtout lorsque la police a commencé à fouiller la maison. Au cours de la perquisition, des indices laissent penser que les parents ont pu détruire des preuves. Par exemple, plusieurs vêtements qu'Elliot portait le jour de la tragédie ont été jetés. Anita a expliqué que les vêtements étaient vieux et qu'ils avaient décidé de s'en débarrasser. Toutefois, cette version semble suspecte compte tenu des circonstances. La police a également découvert que la veille de la découverte du corps, Anita avait appelé ses avocats pour les consulter au sujet d'éventuelles accusations portées contre son fils. Ce fait est une preuve supplémentaire que les parents savaient plus qu'ils ne voulaient. Tous les éléments recueillis, résultats des analyses médico-légales, déclarations des témoins, découvertes dans la maison et images de vidéosurveillance, ont amené la police à conclure qu'Elliot était impliqué dans la mort d'Emily. Il a été arrêté pour suspicion de meurtre et placé en détention provisoire. Elliot est resté calme lors de son arrestation, mais son comportement n'a fait qu'accroître les soupçons. Il a refusé de répondre aux questions sans la présence d'un avocat et a évité de parler des événements de cet événement. La police a également commencé à enquêter sur les parents d'Elliot, soupçonnés de dissimulation de preuves et d'obstruction à la justice. Leur comportement et les faits découverts ont servi de base à d'autres accusations. Après son arrestation, Elliot Turney est resté longtemps silencieux, niant son implication dans la mort d'Emily Longley. Cependant, au fur et à mesure que les enquêteurs lui présentaient de plus en plus de preuves, sa position a vacillé. Les images de vidéosurveillance, les résultats de l'expertise médico-légale, les témoignages des amis d'Emily et les découvertes faites dans la maison des Turney ont peu à peu ébranlé sa version initiale des événements. Comprenant qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, Elliot a décidé de parler. Dès le début des entretiens, les enquêteurs ont remarqué qu'Elliot semblait tendu. Son récit de la mort, soudaine, d'Emily a commencé à changer de détails, sous la pression des preuves, ce qui l'a rendu encore moins convaincant. Les enquêteurs, utilisant des moyens de pression constants, ont commencé à décrire tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des marques de strangulation sur le cou d'Emily, des images de vidéosurveillance montrant son comportement agité et des bizarreries dans l'ameublement de la pièce. Ces découvertes ont poussé Elliot à se renfermer encore plus. Cependant, lorsque les enquêteurs ont laissé entendre que ses parents pourraient être poursuivis pour dissimulation de preuves, sa résistance s'est affaiblie. Elliot, qui avait auparavant tenté de se faire passer pour une victime de la situation, a soudain décidé de raconter sa version des faits. Au cours de l'un des interrogatoires, Elliot avoue soudain « Je ne voulais pas que cela arrive. Tout a mal tourné. » Il a révélé qu'Emily et lui s'étaient encore disputés ce soir-là. Il l'a accusé de l'avoir trompé, lui a crié dessus
et elle a essayé de se défendre. Selon Elliot, sa colère est allée trop loin. Il a attrapé Emily par la gorge, pensant ainsi la faire taire, mais il a perdu le contrôle. Je ne pensais pas que cela pouvait la tuer, a-t-il ajouté pour tenter d'apaiser sa culpabilité. Cependant, les détails qu'il a fournis montrent qu'il n'en est rien. Elliot a admis qu'il s'était rendu compte qu'elle était morte, mais au lieu d'appeler une ambulance, il a décidé de tout dissimuler pour éviter d'être puni. La partie la plus choquante des aveux est la façon dont les parents ont aidé Elliot à dissimuler l'état d'Issaoum. Après qu'Elliot a raconté à sa mère ce qui s'était passé, Anita et Lee Turney ont immédiatement entrepris de sauver leur fils. Elliot a déclaré qu'Anita l'avait aidé à effacer ses empreintes digitales sur le téléphone et le verre de la table de nuit. Elle a également insisté pour qu'il se débarrasse des lettres d'Emily, ce qui pourrait indiquer une relation tendue entre les deux. Le Turney, quant à lui, a conseillé à Elliot de se laver soigneusement les mains et les vêtements afin d'éviter d'éventuelles marques sur son corps et sur le linge de lit. Elliot a également admis que son père avait jeté les vêtements qu'il portait la nuit du meurtre et les avait remplacés par d'autres. Cela a confirmé les soupçons des enquêteurs qui avaient déjà détecté des signes de destruction de preuves. Bien qu'il ait avoué le meurtre, Elliot a continué à insister sur le fait que ses actes n'étaient pas prémédités. Il a affirmé que tout s'était passé dans un état passionnel et qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Cependant, ses propres paroles jalousie, menaces à l'encontre d'Emily et volonté de ne laisser partir et contredisent ses affirmations. Quant aux parents, Elliot a tenté de les disculper. Il a affirmé qu'il voulait simplement le protéger sans se rendre compte de la gravité de la situation. Cependant, les enquêteurs ont estimé que leurs actions étaient délibérées et intentionnelles. Le procès sur la mort d'Emily Longley a débuté en 2012 et est devenu l'un des sujets les plus discutés au Royaume-Uni. La tragédie qui s'est déroulée chez les Turney a révélé non seulement la relation complexe entre Elliot et Emily, mais aussi les profonds secrets de famille entourant les tentatives des parents de dissimuler les traces du crime. Le procès a marqué une étape importante dans la lutte pour la justice en faveur d'Emily et de sa famille. L'accusation s'est appuyée sur les nombreux éléments de preuve recueillis par la police au cours de l'enquête. Le principal argument était le rapport médico-légal qui confirmait que la mort d'Emily avait été causée par une strangulation. Les experts ont déclaré que la strangulation avait duré suffisamment longtemps pour que les actes d'Elliot soient considérés comme conscients. Les procureurs ont invoqué la jalousie et le désir de contrôle comme motif. Ils ont attiré l'attention de la Cour sur le comportement d'Elliot dans les semaines précédant la tragédie. Accès de colère, accusation contre Emily, volonté de l'isoler de ses amis. Ces faits ont été étayés par les témoignages des amis et de la famille de la jeune fille qui ont entendu à plusieurs reprises Emily se plaindre de relations tendues. En outre, les procureurs se sont concentrés sur les notes d'Elliot trouvées dans sa chambre. Il y exprimait son irritation, sa jalousie et ses menaces, qui sont désormais considérés comme des signes avant-coureurs de la tragédie. L'une des notes présentées au tribunal, intitulée « Elle n'appartient qu'à moi », était une preuve essentielle de sa manie du contrôle. La défense a tenté de faire passer Elliot pour un homme ayant agi sous le coup de la passion. Ses avocats ont soutenu qu'il n'avait pas l'intention de tuer Emily et que la tragédie était accidentelle, un moment de débordement émotionnel. Les avocats ont insisté sur le fait que le comportement d'Elliot la nuit de la tragédie, y compris ses tentatives d'effacer les empreintes digitales et de préparer la scène, était motivé par la panique et la peur plutôt que par un calcul froid. Ils ont insisté sur le fait qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait et que ce n'était que le résultat d'un choc. Malgré cela, la défense n'a pas réussi à convaincre le tribunal que l'incident était accidentel. Trop d'éléments du dossier ont mis en évidence les actes conscients d'Elliot avant et après le meurtre. Le rôle des parents d'Elliot, Anita et Lee Turney, a été au centre du procès. Les procureurs les ont accusés d'obstruction active à la justice. L'enquête a révélé qu'ils ont effacé des empreintes digitales, détruit des lettres d'Emily et jeté les vêtements qu'Elliot portait le jour de la tragédie. Anita Turner, qui a appelé la police le matin suivant la tragédie, a affirmé devant le tribunal qu'elle ne savait rien des actes de son fils. Toutefois, les procureurs ont présenté des preuves montrant qu'elle avait consulté des avocats au préalable et tenté de créer un faux alibi pour Elliot. Le Turney, pour sa part,
a admis avoir aidé son fils à nettoyer certaines de ses affaires, mais a insisté sur le fait qu'il ne l'avait fait que par souci de le protéger. Le tribunal n'a cependant pas accepté ces explications, considérant leurs actions comme une tentative délibérée de dissimuler des preuves. Après des semaines d'audience et l'examen de tous les éléments de preuve, le jury a rendu son verdict. Elliot Tierney a été reconnu coupable du meurtre prémédité d'Emily Longley. Le juge, en prononçant la sentence, a souligné que ces actes est le résultat d'un choix conscient et non d'un accès de colère aléatoire. Elliot a été condamné à la prison à vie, avec un minimum de 16 ans à purger. Ses parents, Anita et Lee Tierney, ont également été reconnus coupables d'entrave à la justice. Ils ont été condamnés à des peines avec sursis assorties d'une obligation de travail d'intérêt général. Au centre du New Jersey, entouré de collines ondulantes et de forêts tranquilles, se trouve une banlieue que les habitants appellent Pin Hill Township. Ce quartier tranquille aux maisons douillettes et aux pelouses soignées est devenu le lieu de résidence de nombreuses familles qui préféraient une vie calme et mesurée, loin du bruit des grandes villes. À première vue, la paix et la stabilité y régnaient. Parmi ces maisons, dans l'un des cottages douillets aux jardins bien entretenus et aux fenêtres lumineuses, vivait la famille Maguire. Melanie et William, ou, comme tout le monde l'appelle, Bill, semblent être le couple parfait, partageant des valeurs et des intérêts communs, entièrement dévoués à l'avenir de leurs enfants. Mais derrière cette idylle apparente se cachait une histoire bien différente. Melanie Maguire est une infirmière expérimentée qui travaille dans une clinique prestigieuse. Ses collègues admiraient son professionnalisme, son sang-froid et sa capacité à se sortir de situations difficiles. Elle donnait l'impression d'une femme sûre d'elle, indépendante et habituée à tout contrôler. À l'extérieur de l'hôpital, elle s'efforçait de donner l'image d'une épouse et d'une mère attentionnée, dissimulant sa tension derrière un calme et une impassibilité apparents. Mais à l'intérieur, elle était de plus en plus frustrée et ressentait un sentiment d'impasse dont elle ne voyait pas l'issue. Son mariage avec Bill, qui semblait autrefois solide et heureux, était devenu une série de conflits fastidieux et d'incompréhensions mutuelles. Bill Maguire, qui travaillait dans les technologies de l'information, était un homme calme et équilibré qui appréciait l'ordre et la stabilité. Il rêvait de déménager dans un autre État pour commencer une nouvelle vie dans une maison plus grande, loin de l'agitation du New Jersey. À ses yeux, ce serait un pas en avant vers la réparation de leur relation et la création d'un meilleur avenir pour la famille. Mais Melanie refuse catégoriquement de changer de vie, de quitter son attachement à la carrière et à l'environnement qu'elle a construit depuis longtemps dans la ville de Pin Hill. À chaque nouvelle conversation sur le sujet, des querelles surgissent entre eux et la tension monte. Melanie avait l'impression que Bill ne respectait pas ses souhaits et ne comprenait pas ses aspirations. Et Bill était de plus en plus frustré par la tournure que prenait leur vie de couple. Les choses ont changé lorsque Melanie a commencé à trouver du soutien auprès de son collègue, le Dr Bradley Miller. Bradley, connu parmi ses collègues comme un médecin amical et attentionné, savait toujours comment maintenir une conversation et écouter l'autre. Pour Melanie, il est devenu quelqu'un à qui elle pouvait se confier et parler de ses soucis. Peu à peu, leur relation amicale s'est transformée en une idylle secrète qui, semblait-il à Melanie, la sauvait de la vie routinière et de la relation problématique avec Bill. Bradley était attentif et attentionné, ce qui contrastait avec la froideur et l'éloignement de son mari. Elle se sentait à l'aise et libre avec lui. Et bientôt Melanie a commencé à rêver de plus en plus d'une nouvelle vie dans laquelle Bill n'aurait plus sa place. Au fil du temps, Melanie est devenue plus forte dans sa décision de mettre fin à sa relation avec Bill, mais elle s'est rendue compte que le divorce entraînerait de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne la garde des enfants. Elle savait que Bill se battrait pour avoir le droit d'être avec les enfants et qu'il pourrait probablement l'obtenir, compte tenu de ses bons revenus et de sa réputation. Melanie, qui avait l'habitude de tout contrôler, ne pouvait permettre à personne, même à son propre mari, d'interférer avec ses projets. Selon l'enquête, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réfléchir à une manière plus radicale de se libérer. Au fil du temps, la détermination de Melanie à se libérer du piège de son mariage est devenue de plus en plus forte. En mars 2004, elle décide d'acheter une arme à feu, invoquant la nécessité de se défendre. À première vue,
Son explication semble logique et n'éveille pas les soupçons de ses amis et collègues, qui voient en elle une personne responsable et soucieuse de sa sécurité. Mais quelques semaines plus tard, tout a changé. Les événements qui ont suivi ont ébranlé la ville entière et forcé les autres à regarder Melanie d'une toute nouvelle manière. La matinée de mai 2024 a commencé comme d'habitude dans les villes côtières de la côte et des États-Unis. Les eaux calmes de la baie de Chesapeake, qui clapotent sur les côtes de Virginie, reflètent les premiers rayons du soleil. Les pêcheurs dans leurs bateaux se préparaient à une longue journée, se dirigeant vers leurs itinéraires habituels. Les habitants des villes environnantes, pas encore tout à fait réveillés, se hâtent de se rendre au travail et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Tout se passe comme d'habitude. Les gens se préparent à commencer la journée, sans se douter qu'à ce moment-là, le calme sera troublé par une découverte qui attirera bientôt l'attention de tout le pays. Sur l'eau, juste à côté de la rive animée, l'un des pêcheurs remarque un objet étrange, une grande valise dérivant au bord de l'eau. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'un bagage oublié par quelqu'un, peut-être tombé accidentellement d'un bateau de touristes. Mais au fur et à mesure que les pêcheurs s'approchaient, ils se rendaient compte que quelque chose n'allait pas. La valise ne semblait pas tenir debout et nauséabonde et putride s'élevait de sa surface, ne laissant aucun doute sur la présence de quelque chose de plus sinistre à l'intérieur. Les pêcheurs ont eu la chair de poule et se sont empressés de signaler leur découverte à la police. La police est arrivée sur les lieux en quelques minutes. La valise a été ramenée sur le rivage et a immédiatement fait l'objet d'une enquête. Les criminalistes et détectives expérimentés, qui ont vu beaucoup de cas inhabituels, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une découverte fortuite. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert la valise, ils ont découvert quelque chose d'inimaginable. À l'intérieur de la valise se trouvaient des restes humains à des parties du corps enveloppées dans du polyéthylène et soigneusement disposés, comme si quelqu'un avait essayé de cacher les preuves d'un crime. La précision apparente avec laquelle les restes ont été découpés et emballés indique immédiatement que l'acte a été planifié et que l'auteur s'est efforcé de brouiller les pistes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, alors que la police continue d'inspecter la baie de Chesapeake, 2 autres valises, de taille et de couleur similaires à la première, sont ramenées sur le rivage. Le contenu de ces valises est venu s'ajouter à un tableau déjà effrayant. Chacune d'entre elles contenait de nouvelles parties de corps, soigneusement emballées comme si quelqu'un les avait délibérément réparties dans l'essai. Pour la police, cela ne faisait aucun doute. Il s'agissait d'un plan soigneusement élaboré pour s'assurer que les restes ne seraient pas retrouvés. Mais les valises, pour des raisons inconnues, ont flotté et se sont retrouvées à la surface de l'eau, révélant au grand jour ce crime odieux. La police a immédiatement commencé à examiner toutes les valises récupérées, dans l'espoir de trouver des indices ou des traces qui pourraient aider à révéler l'identité de la victime et à trouver l'auteur du crime. Les experts, après avoir examiné l'emballage, les matériaux et la façon dont les dépouilles étaient disposées, ont conclu que l'auteur du crime avait des connaissances spécialisées ou avait agi avec un sang-froid absolu et sans pitié. Les détectives ont noté que le démembrement avait été effectué avec une précision remarquable, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agissait d'une personne associée au domaine médical ou ayant des compétences en anatomie. Cette découverte est l'un des premiers indices sur lesquels la police va s'appuyer pour la suite de l'enquête. Pour l'examen, la police a envoyé les restes à un laboratoire de police scientifique afin de procéder à une identification et de déterminer à qui appartenait le corps. Les spécialistes ont travaillé rapidement et ont rapidement établi que les restes appartenaient à un homme et que la mort était présumée avoir été causée par une blessure par balle. La tâche de la police consistait maintenant à découvrir qui était cet homme, comment il s'était retrouvé dans les valises et qui pouvait commettre un crime aussi horrible. Dès les premiers jours de l'enquête, une avancée a été réalisée. L'analyse de l'ADN et la comparaison avec des bases de données ont permis d'établir que la victime est William McGuire, ou, comme l'appelaient ses connaissances, Bill McGuire, un habitant du New Jersey dont la disparition a été signalée il y a quelques semaines. Cette nouvelle a choqué tous ceux qui connaissaient William et sa famille. Melanie McGuire, son épouse, a été choquée par l'annonce de la mort de son mari et a d'abord nié qu'elle ait pu avoir quelque chose à voir avec sa disparition et son meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête progresse,
Les médias et le public s'intéressent de plus en plus à l'affaire. Les valises contenant le corps retrouvé dans les eaux inquiétantes de la baie de Chesapeake sont devenues le symbole du crime brutal, et l'histoire de William et Melanie McVeigh est rapidement devenue un sujet de discussion dans tout le pays. Les journalistes et les chroniqueurs, qui étudient les détails de l'affaire, penchent de plus en plus pour la version selon laquelle Melanie aurait pu être impliquée dans le meurtre. De nombreuses connaissances et collègues de Bill et Melanie s'interrogeant comment cette femme sûre d'elle et toujours calme peut-elle être impliquée dans une telle mer. La police a continué à fouiller dans les détails de la vie des McGeer. L'enquête a révélé que peu de temps avant le meurtre, le couple avait eu un sérieux désaccord. L'entourage dit que Bill et Melanie se disputaient souvent et que leur mariage, qui semblait stable, était émaillé de conflits et de malentendus. Les enquêteurs ont également appris que Melanie avait récemment acheté des armes à feu, expliquant qu'elle avait besoin de se protéger. À première vue, son explication semblait plausible et ne soulevait aucune question de la part des vendeurs. Mais à présent, ce détail semble inquiétant, et l'ensemble de l'histoire commence à prendre forme en un tableau cohérent et effrayant. La découverte du corps de William McGeer et les circonstances étranges dans lesquelles il a été démembré et mis en sac ont amené la police à s'intéresser à Melanie. Ils ont commencé à vérifier son alibi et à rechercher d'éventuelles preuves la reliant au crime. Au fil du temps, les enquêteurs sont devenus de plus en plus convaincus que Melanie était peut-être impliquée dans la mort de son mari. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les policiers ont rassemblé des preuves qui désignaient de plus en plus Melanie McGeer comme la principale suspecte. Les soupçons initiaux qui sont apparus immédiatement après la découverte des valises contenant les restes de William se sont renforcés au fil du temps et l'enquête a commencé à réduire le cercle des suspects en se concentrant sur les actions et les motivations de Melanie McGeer. Peu à peu, la police s'est trouvée en possession non seulement de preuves matérielles, mais aussi d'éléments qui ne laissaient aucun doute sur son implication dans le crime. L'un des premiers signaux alarmants pour la police est l'achat par Melanie d'une arme à feu peu avant la mort de son mari. Ce détail aurait pu passer inaperçu si l'arme n'avait pas été achetée quelques semaines avant la disparition de William. Melanie a expliqué au vendeur qu'elle avait besoin de l'arme pour se défendre, et son raisonnement semblait logique. Dans le New Jersey, l'achat d'une arme sous licence pour l'autodéfense n'est pas considéré comme inhabituel et n'a pas éveillé les soupçons du vendeur. Mais lorsque William a disparu et que son corps a été retrouvé avec des blessures par balle, cet achat a pris une nouvelle connotation, amenant les enquêteurs à se demander si Melanie avait vraiment acheté l'arme pour se défendre ou si elle avait un autre plan. Dans le cadre de l'enquête, les balles retrouvées ont été soumises à un examen pour vérifier si elles correspondaient aux munitions achetées pour l'arme de Melanie. Les experts en balistique ont examiné les balles retrouvées et ont conclu que le type et le calibre des balles correspondaient à ce que Melanie aurait pu utiliser si elle avait tiré avec l'arme qu'elle venait d'acquérir. Cette conclusion a constitué un maillon important de la chaîne de preuves reliant Melanie au meurtre. Outre l'arme, les agissements étranges de Melanie dans les jours qui ont suivi la disparition de William ont constitué un autre indice important. L'enquête a révélé que non seulement Melanie ne participait pas activement à la recherche de son mari, mais que, selon certaines de ses connaissances, elle se tenait dans un silence suspect. En outre, les inspecteurs ont découvert que Melanie avait utilisé le téléphone portable de son mari à plusieurs reprises depuis sa disparition présumée. Elle a passé des appels et envoyé des messages dans le but de créer l'illusion que William était toujours en vie et qu'il communiquait activement avec d'autres personnes. Les enquêteurs ont remarqué que certains des messages contenaient des erreurs et des phrases étranges qui, selon les experts, n'étaient pas typiques de la manière de communiquer de William. Cela a renforcé les soupçons selon lesquels Melanie, utilisant le téléphone de son mari, essayait d'induire les autres en erreur et de les détourner des soupçons. Les transactions financières qui ont attiré l'attention de la police constituent un autre élément de preuve important. Les enquêteurs ont demandé les relevés bancaires de la famille McGeer et ont rapidement découvert que d'importantes sommes d'argent avaient été retirées des comptes au cours de la période précédant la disparition de William. De telles actions semblaient suspectes, car, selon des amis et des connaissances, le couple menait habituellement un style de vie conservateur et n'effectuait pas de dépenses importantes sans raison particulière. De plus, il s'est avéré que c'est Melanie qui était à l'origine de ces transactions.
Elle a retiré de l'argent du compte et les enquêteurs ont suggéré que ces fonds pouvaient faire partie de son plan pour s'organiser une nouvelle vie, débarrassée de son mari. Lors de l'interrogatoire, Mélanie a tenté d'expliquer pourquoi elle avait retiré de l'argent, mais ses explications n'ont pas semblé convaincantes. Elle a affirmé qu'elle avait l'intention d'utiliser les fonds pour régler certaines dépenses familiales, mais les détails de ces dépenses ne correspondaient pas au relevé de transactions. Et les enquêteurs ont continué à douter de sa parole. Les documents financiers sont devenus un autre élément de preuve important contre elle, d'autant plus que l'argent a été retiré quelques jours avant la date présumée de la mort de William. La police remarque également les traces de sang retrouvées au domicile des Maguire. Lorsque les experts ont commencé à examiner la scène, ils ont constaté qu'à première vue la maison était propre, mais les réactifs spéciaux utilisés lors de l'examen ont révélé des taches de sang invisibles sur le sol et les murs. L'analyse a montré que le sang appartenait à William, ce qui a définitivement lié Mélanie à la scène de crime. Ces tentatives de nettoyage de la scène peuvent indiquer une tentative de dissimuler ces traces, mais les techniques médico-légales modernes permettent de retrouver des traces même si elles ont été soigneusement effacées. Les experts médico-légaux ont déterminé que des taches de sang avaient été trouvées dans différentes pièces de la maison, notamment dans la chambre à coucher et la salle de bain. Cela suggère que le crime a probablement été commis à l'intérieur de la maison et que le corps a été enlevé plus tard. La police a commencé à reconstituer la chronologie des événements et a émis l'hypothèse que Mélanie avait probablement apporté les valises contenant les restes de William dans la baie et, après les avoir jetées à l'eau, avait espéré qu'elles couleraient et ne seraient pas découvertes. Cependant, les valises ont apparemment flotté à la surface, et ce détail a été fatal à son plan. Les enquêteurs ont remarqué un autre détail lié aux valises. Il s'est avéré qu'un ensemble de valises similaires avait été acheté récemment, et il est rapidement apparu que Mélanie était l'acheteuse. Les vendeurs contactés par les enquêteurs ont pu se souvenir que c'était elle qui avait acheté les valises dans un magasin proche de son domicile. Cette information a ajouté un autre maillon à la chaîne de preuves contre Mélanie. L'achat des valises, qui ont ensuite été utilisées pour transporter le corps, ressemble à une étape préparatoire, ce qui signifie que le meurtre n'est pas le résultat d'une rupture soudaine ou d'un affect, mais qu'il s'agit d'un crime soigneusement planifié. Tous ces indices à l'achat de l'arme, les actions étranges avec le téléphone de William, les retraits sur les comptes, les traces de sang dans la maison et l'achat des valises ont permis de constituer un dossier convaincant contre Mélanie. Lorsque la police a accumulé suffisamment de preuves contre Mélanie Maguire, elle a pris la décision de l'arrêter. Les inspecteurs ont compris que chaque détail devait être réfléchi, car Mélanie s'est révélée être une personne rusée et prévoyante. La matinée de l'arrestation commence par l'arrivée de plusieurs voitures de police au domicile de Mélanie, qui, sans se douter de rien, se prépare à une nouvelle journée de travail. Les policiers étaient préparés à toute éventualité, pensant qu'elle pourrait essayer de nier ou même de s'enfuir. Mais Mélanie les a accueillis avec une froideur qui a immédiatement alerté les enquêteurs. Elle semblait calme, comme si elle s'attendait à ce que cela se produise tôt ou tard. Lorsqu'on lui a présenté le mandat d'arrêt et qu'on l'a informée qu'elle était soupçonnée du meurtre de son mari, elle a acquiescé calmement en signe de soumission à la police. Son attitude calme est immédiatement devenue un sujet de discussion pour les enquêteurs. Ils avaient déjà rencontré à plusieurs reprises différentes réactions de suspects à l'arrestation, de l'hystérie et des larmes au déni et aux cris. Mais Mélanie n'a manifesté aucune de ces émotions. Cela leur a fait penser que soit elle savait que l'arrestation était imminente et s'était préparée, soit elle avait quelque chose à cacher et avait l'intention de profiter de la moindre occasion pour embrouiller l'enquête. Lors des premiers interrogatoires, Mélanie se montre étonnamment confiante. Elle nie catégoriquement toute implication dans la disparition et la mort de William, affirmant qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Interrogée sur les activités étranges de son téléphone et l'utilisation de ses comptes bancaires, elle a répondu calmement et évasivement qu'il s'agissait de ses affaires personnelles, qui n'avaient rien à voir avec l'enquête. Mélanie a également tenté de convaincre les enquêteurs que son mari aurait pu simplement quitter la famille parce que leur relation était tendue. Les enquêteurs ont noté que ses réponses étaient réfléchies et manquaient de détails qui auraient joué. Ces tentatives pour se distancer des circonstances réelles de l'affaire semblaient si polies que les enquêteurs se sont demandé si elle n'avait pas développé cette ligne de défense à l'avance. Même lorsqu'elle a été interrogée sur l'achat d'une arme à feu peu
Avant la mort de William, elle a répondu avec retenue, affirmant qu'elle avait acheté l'arme uniquement pour se défendre. Lorsque les enquêteurs lui ont posé des questions plus précises, Mélanie a essayé d'éviter les détails, utilisant souvent des généralités ou invoquant son droit de ne pas révéler des aspects personnels de leur vie de famille. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait retiré une somme importante du compte quelques jours avant la disparition de William, Mélanie a répondu que c'était pour des besoins familiaux, mais elle n'a pas pu expliquer pourquoi ces besoins étaient apparus si soudainement et nécessitaient une somme aussi importante. Les enquêteurs ont compris qu'elle était prête à se défendre jusqu'au bout et qu'elle évitait délibérément de donner des raisons précises. Lorsque les enquêteurs ont commencé à présenter à Mélanie de nouvelles preuves les unes après les autres, elle a commencé à perdre son sang-froid. Elle a demandé des pauses à plusieurs reprises, a consulté un avocat et a essayé d'éviter de répondre à des questions gênantes. Mais la police n'en démord pas. Ils ont décidé d'utiliser les preuves accumulées pour réfuter tous ses arguments. Peu à peu, ils lui ont présenté les preuves médico-légales du sang trouvé dans la maison et ont montré que ses tentatives de dissimulation étaient vaines. À ce stade, Mélanie ne peut plus ignorer la réalité et se rend compte que sa version des faits s'effondre. L'un des coups les plus durs pour elle a été de parler des valises retrouvées. Les enquêteurs ont présenté à Mélanie des témoignages de vendeurs qui se souvenaient que c'était elle qui avait acheté des valises semblables à celles dans lesquelles les lestes de William avaient été retrouvées. Son visage est devenu pâle et elle est restée silencieuse pendant un moment. Son assurance commence à s'effriter et les enquêteurs remarquent que Mélanie vit un conflit interne entre le besoin d'admettre sa culpabilité et la volonté de préserver sa réputation. Lorsqu'un enquêteur lui demande pourquoi elle a acheté les valises et pourquoi elles se sont retrouvées dans la baie de Chesapeake, Mélanie détourne le regard, la voix tremblant. Elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas de tous les détails, ce qui, à l'époque, a semblé être un mensonge pur et simple pour les enquêteurs. Au fur et à mesure que la pression monte, Mélanie perd son sang-froid. À un moment donné, les enquêteurs lui ont présenté l'ensemble des preuves, balistiques, traces de sang, données sur les transactions financières et ses messages sur le téléphone de William. Voyant que ses arguments ne fonctionnaient plus, elle est allée voir son avocat et a demandé une pause. Pendant cette pause, les enquêteurs remarquent que son visage exprime la confusion et qu'elle n'est plus capable de garder un calme froid. Mélanie a compris qu'elle devait accepter les conséquences inévitables. Lorsque l'interrogatoire a repris, les enquêteurs ont informé Mélanie qu'ils allaient engager un procès pour meurtre avec préméditation et dissimulation de preuves. À ce moment-là, réalisant qu'elle n'avait plus aucun moyen d'échapper à ses responsabilités, Mélanie a, semble-t-il aux yeux des enquêteurs, ressenti pour la première fois la pression de l'inévitabilité. Elle n'a pas plaidé coupable directement, mais l'expression de son visage et le ton déprimé de sa voix suggèrent qu'elle s'est déjà résignée à l'issue de Tissam. Après avoir rassemblé toutes les preuves, la police a finalisé la préparation de l'affaire en vue du procès. Maintenant que Mélanie est en garde à vue et que des accusations ont été portées, les enquêteurs peuvent se concentrer sur la présentation la plus complète possible de ses motivations et de ses actions. Lorsque l'affaire Mélanie McGeer a été jugée, elle a immédiatement attiré l'attention du public. L'accusation a présenté un ensemble de preuves détaillées et soigneusement rassemblées pour convaincre le jury que Mélanie avait délibérément planifié le meurtre de son mari et tenté de dissimuler toutes les traces du crime. Le premier argument de l'accusation était l'achat par Mélanie d'une arme à feu quelques semaines avant la mort de William. Les procureurs ont fait valoir qu'il ne pouvait s'agir d'un accident et ont insisté sur le fait que l'arme avait été achetée dans le but de commettre un meurtre. Les tests balistiques ont montré que les balles retrouvées dans le corps de William correspondaient au calibre de l'arme achetée par Mélanie. La défense a tenté de mettre en doute l'exactitude des expertises, mais n'a pas été en mesure de contester les données de manière convaincante. L'accusation a ensuite présenté des relevés de transactions financières montrant le retrait d'une importante somme d'argent du compte familial peu avant la disparition de William. Les procureurs ont suggéré que Mélanie avait l'intention d'utiliser ces fonds pour s'offrir une nouvelle vie. La défense a tenté d'expliquer les transactions par les besoins de la famille, mais ces arguments n'ont pas permis de justifier le retrait soudain d'une somme aussi importante. L'utilisation par Mélanie du téléphone portable de son mari après sa disparition constitue un élément de preuve essentiel. Les procureurs ont prouvé qu'elle avait envoyé des messages à partir du téléphone de William
pour tenter de faire croire qu'il était en vie. L'analyse linguistique a montré que les messages étaient composés d'une manière caractéristique de Mélanie elle-même. Ses actions, selon l'accusation, indiquent une tentative de brouiller l'enquête. L'achat des valises dans lesquelles les restes de William ont été retrouvés plus tard a également été présenté. Les procureurs ont présenté des témoins et des images de surveillance qui confirment que Mélanie a acheté les valises peu avant la disparition de son mari. Selon l'accusation, cela prouve qu'elle avait planifié à l'avance la manière de dissimuler les traces du crime. Les avocats de la défense ont soutenu que toutes les preuves étaient circonstancielles et ont tenté de présenter une version des coïncidences. Ils ont tenté de convaincre le jury que Mélanie n'avait aucun motif de tuer son mari et que des relations familiales tendues ne pouvaient pas l'avoir conduite à un tel acte. Cependant, les preuves présentées se sont combinées pour créer une image cohérente qui a convaincu le jury de la culpabilité de Mélanie. À la fin de l'audience, le juge a mis en garde le jury en soulignant l'importance d'un examen impartial de tous les éléments de preuve. Le jury, après avoir discuté des faits présentés, est parvenu à un verdict unanime. Mélanie McGeer est reconnue coupable de meurtre avec préméditation et de tentative de dissimulation de preuves. Le juge, commentant le verdict, a noté que les actions de Mélanie McGeer étaient cruelles et préméditées. Il a souligné qu'elle a utilisé avec habileté et sang-froid ses connaissances professionnelles pour commettre et dissimuler le crime. Sur la base du verdict, Mélanie a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie une peine minimale de 506 ans avant que son cas ne puisse être réexaminé. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Daughtry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview, dans le comté de Brown, Wisconsin, États-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie, Nicole Vanderheyden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les 2 enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble, mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van de Hey, un agriculteur, sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. 6 blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête, avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ses interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hole pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hole avec son ami Greg Matthew. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'est efforcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can, où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant,
Sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquels elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas, mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole, au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir, mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique, puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar, de Sardine Can, et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des taches et ceux qui semblent être des taches de sang. Reconnaissant l'importance de ces chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elle avait été piétinée alors qu'elle était au sol, et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des taches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. 2 jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin, avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang, ainsi que des épingles à cheveux et 2 autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé, ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au 1er degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les taches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tache sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h10 et 6h10 du matin le 21 mai. 6 données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée, car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. 3 mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationale. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin.
Mais quel lien avait-il avec Nicole? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire, impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flammes et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire, au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. À la lumière de ces éléments, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé, autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'images à des fins de documentation. Par la suite, ces informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard, qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant ces informations de Google, ils ont fait une découverte importante. Selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums, à un peu moins d'1 kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ 1 heure, de 3h01 à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme, où il est arrivé juste après 4 heures du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au 1er degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. 6 éléments de preuve ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que, dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversée après une dispute avec Douglas. 6 amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole, qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère 10 jours avant le meurtre de Nicole, dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone, mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite, mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg, n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres, passant environ 1 heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la babysitter d'essayer de contacter Nicole, mais ses appels sont restés sans réponse, ce qui a conduit Greg et la babysitter à partir, laissant Douglas se coucher.
Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6 heures du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils, mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard, à 10h30. Malgré ses tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis, on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre, le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas, notant l'absence de blessures visibles et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre, après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole, Douglas a manifesté une détresse visible, caractérisée par des pleurs, des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès, le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Ces preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques, notamment l'historique de navigation de George sur Internet, qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liés à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile, mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglée et battue à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la babysitter, Dallas Kennedy, qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence, reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort, mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits, déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums, où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation, qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance, avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacé d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, ils posent une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole, ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas, laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George,
accusée d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de 3 heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heyden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation, affirmant que ses droits au 4e amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ces messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. Le 16 novembre 2012, le centre de répartition du comté de Lake, dans l'Ohio, a reçu un appel angoissant de type 911. La plante, une adolescente très agitée, avait du mal à communiquer en raison de son extrême détresse. Il est finalement apparu qu'elle signalait que sa sœur aînée s'en prenait à leur mère. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues au domicile, où elles ont rencontré la plante affolée. Elle a expliqué que sa sœur aînée, Sabrina Zunic, âgée de 18 ans, était en train de poignarder leur mère. À leur arrivée, Sabrina est sortie de la maison en tenant un couteau ensanglanté. Les policiers lui ont demandé de lâcher l'arme, ce qu'elle a fait. À l'intérieur de la résidence, une scène macabre les attendait. Lisa Marie McIntosh, née le 20 mai 1971 à Reynoldsburg, Ohio, était la fille de William et Rita McIntosh. Lisa, mère célibataire, avait une fille issue d'une précédente relation. En 2006, elle a épousé Kevin Knuffel, qui avait un fils d'une précédente relation. Le couple a accueilli sa fille en 2009. Lisa, assistante sociale spécialisée dans les CA de maltraitance d'enfants au sein du département des services à l'enfance et à la famille, avait une véritable passion pour l'aide aux autres. Pour démontrer leur volonté d'aider les enfants, Kevin et Lisa ont décidé de devenir parents d'accueil. Un ami de Lisa a déclaré « Lorsqu'elle avait des enfants en famille d'accueil, elle les traitait comme si c'étaient les siens. Elle s'assurait de faire le maximum pour être un bon parent. » Au cours de l'été 2011, Sabrina Zunic, âgée de 16 ans à l'époque, a rejoint leur foyer. Sabrina Zunic est née le 27 octobre 1994 dans les environs de Cleveland, dans l'Ohio. Son éducation a été marquée par des défis importants, ses deux parents étant aux prises avec des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, ce qui a conduit à un environnement familial très instable. Les premières expériences de Sabrina ont été marquées par les problèmes criminels de ses parents, et même pendant sa petite enfance, elle a été exposée à des substances telles que la vodka dans son biberon pour l'endormir. Ces circonstances ont contribué au développement de problèmes de comportement et de santé mentale chez Sabrina, notamment le TDAH, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble bipolaire, l'anxiété et la dépression. Après avoir été retirée de la garde de ses parents, Sabrina est allée vivre avec sa grand-mère. Malheureusement, la santé déclinante de sa grand-mère a coïncidé avec l'adolescence de Sabrina et son comportement rebelle est devenu difficile à gérer pour sa grand-mère. À l'âge de 14 ans, Sabrina est entrée dans le système des familles d'accueil et a été placée dans divers foyers et groupes avant d'être finalement confiée à Lisa et Kevin Knuffel en 2011. Sous la tutelle de Kevin et Lisa, Sabrina a fait des progrès dans sa vie. Elle a commencé à aller régulièrement à l'école, à obtenir de bonnes notes
et a aspiré à devenir massothérapeute. Sabrina s'est parfaitement intégrée à la famille, établissant des liens positifs avec les deux filles et participant activement à l'école. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 18 ans et qu'elle a pu quitter le foyer d'accueil, Sabrina a choisi de rester avec Lisa et Kevin pour terminer ses études, exprimant son contentement dans leur foyer. Cependant, une question tragique se pose. Qu'est-ce qui a poussé Sabrina à poignarder mortellement sa mère adoptive en présence des deux jeunes filles de Lisa? Le soir fatidique du 16 novembre 2012, alors que Kevin était parti travailler comme chauffeur de camion, Lisa était à la maison avec les enfants. Au cours de la nuit, l'adolescente et les filles de 3 ans ont entendu les cris de leur mère et ont découvert Sabrina en train de poignarder Lisa à plusieurs reprises. Au milieu de cette scène horrible, la plus jeune s'est réfugiée dans un placard, tandis que la fille adolescente de Lisa a désespérément supplié Sabrina d'arrêter l'agression et a rapidement appelé le 911. La situation a été décrite comme absolument chaotique, l'appelant affolée, informant la police que sa sœur était en train de poignarder mortellement leur mère. Sur place, le décès de Lisa Knoffel est constaté. Sabrina est arrêtée sur le champ et l'arme du crime, un couteau de 15 pouces avec une lame de 9 pouces, convexe et dentelée, sans garde, est retrouvé dans la maison. Notamment, Sabrina n'a pas contesté sa responsabilité dans l'acte, reconnaissant que c'est elle qui a poignardé Lisa à mort. Malgré la nature troublante du meurtre, la police a été troublée par la brutalité de l'attaque contre Lisa Knoffel, qui avait ouvert sa maison pour s'occuper d'une adolescente. L'agression a comporté près de 200 coups de couteau, ceux qui témoignent d'un acte vicieux et violent. Le mari de Lisa, Kevin Knoffel, âgé de 42 ans, qui travaillait comme chauffeur de camion et se trouvait dans le Michigan à ce moment-là, a été informé par la police de la mort de Lisa. Kevin a contacté 911, s'enquérant du bien-être des filles, et on lui a conseillé d'aller les chercher au commissariat de police. Kevin les a récupérées à 5 heures ce matin-là. Au cours des 10 mois suivants, les forces de l'ordre ont travaillé avec diligence pour reconstituer le puzzle du crime. Les résultats de l'enquête ont mis en évidence un changement dans la dynamique du foyer Knoffel vers décembre 2011. Sabrina Zunic, d'abord satisfaite du foyer, a commencé à avoir des conflits avec Lisa. La jalousie est apparue comme un facteur important, Sabrina exprimant son ressentiment à l'égard de Lisa, l'accusant de favoriser Hayley et Megan, les deux plus jeunes filles de la famille. La question se pose. Ces tensions aurait-elle pu inciter Sabrina à commettre l'acte odieux de tuer Lisa? Plusieurs mois après son arrestation, Sabrina a proposé de coopérer avec la police en échange d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans, au lieu d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans ses déclarations, Sabrina a révélé une information choquante. Elle aurait eu une relation sexuelle avec son père adoptif, Kevin. Selon Sabrina, cette relation a débuté au printemps 2012 et elle a affirmé que c'était Kevin qui avait eu l'idée de préparer et d'exécuter le meurtre de Lisa. Après l'arrestation de Sabrina, Kevin Knoffel a été inculpé pour le meurtre de sa femme, Lisa. Il a été accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé, de complicité de meurtre aggravé et de 6 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Kevin a plaidé non coupable. Au cours du procès, qui se concentre exclusivement sur les accusations de Kevin, Sabrina, qui a plaidé coupable, accepte de témoigner pour l'accusation contre Kevin. Dans son réquisitoire, l'accusation affirme que si Sabrina est bien celle qui a poignardé Lisa à mort, Kevin était au courant et impliqué dans la préparation du meurtre. L'accusation a fait valoir que Kevin souhaitait mettre fin à sa relation avec Lisa, comme l'indiquent les déclarations faites à des amis au sujet d'un éventuel divorce. Elle a également affirmé que Kevin avait tout à gagner de la mort de Lisa en raison de l'existence de plusieurs polices d'assurance. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves suggérant un changement dans le comportement de Lisa Knoffel avant sa mort tragique. Le témoignage de la collègue de Lisa a indiqué que Lisa semblait distraite et faisait des efforts pour rester concentrée dans les mois précédant le meurtre. Elle a également mentionné avoir livré de la nourriture à Kevin le lendemain de la mort de Lisa, notant que son comportement semblait normal
et qu'elle avait remarqué une photo de Sabrina sur le réfrigérateur. L'absence apparente de réaction émotionnelle de Kevin a été mise en évidence lorsqu'elle l'a vu à l'enterrement de Lisa, le décrivant comme « sans émotion ». Un autre collègue a témoigné que Lisa avait subi un changement notable en 2012. Lisa a commencé à prendre des appels privés en dehors de son bureau et ces appels semblaient la perturber. Lorsqu'elle a parlé à Kevin le lendemain du meurtre de Lisa, il a fait remarquer que rattraper 50 000 $, l'équivalent du salaire de Lisa, serait un défi de taille. L'accusation a détaillé le comportement de Kevin lorsqu'il a découvert la mort de Lisa en appelant des témoins à la barre. Les officiers de police impliqués dans l'affaire ont décrit Kevin comme étant calme lors de leurs interactions. Le policier, qui a rencontré Kevin quelques heures après la mort de Lisa dans le hall du commissariat, a noté que Kevin semblait relativement calme lors de cette rencontre. L'inspecteur Brian Jackson, du service de police de Willoughby Hills, a témoigné au cours du procès, racontant une interaction avec Kevin le lendemain du meurtre de Lisa. Kevin a exprimé le désir d'entrer dans la maison, mais l'inspecteur Jackson lui a déconseillé de le faire, expliquant que la scène n'avait pas été nettoyée. Malgré les circonstances horribles, Kevin n'a montré aucune émotion visible et a insisté pour voir la scène par lui-même, déclarant qu'il avait rencontré des situations similaires à plusieurs reprises. L'accusation a présenté un dossier concernant l'argent de l'assurance, révélant que Kevin avait collecté des fonds d'assurance suite au décès de Lisa. Les témoignages ont mis l'accent sur les actions rapides de Kevin le matin même du meurtre de Lisa. Il a été révélé que Kevin avait appelé le lieu de travail de Lisa pour s'enquérir des documents nécessaires à la demande d'indemnisation au titre de la police d'assurance vie de Lisa souscrite auprès du syndicat. Jill Reynolds, spécialiste des avantages sociaux chez Gordon Food Services, où Kevin était employé en tant que chauffeur, a témoigné que le jour où Lisa a été tuée, Kevin l'a contacté pour lui signaler le décès de Lisa et lui a fait part de son intention de déposer une demande d'indemnisation. Cette information a été cruciale pour établir une chronologie des actions et des décisions de Kevin au lendemain de la tragédie, contribuant ainsi à l'exposé de l'accusation concernant les implications financières de la mort de Lisa. L'accusation a informé la Cour que Kevin avait déposé plusieurs demandes d'indemnisation le 16 novembre, y compris une police d'assurance vie de 250 000 $ pour Lisa Knoefel. Cette police, émise le 16 mai 2012, couvrait sa vie. Christopher Eddy, chef d'équipe chez Guardian Life Insurance Company, a déclaré que Guardian Life, qui fournit une assurance à Cuyahoga Children and Family Services, a émis un chèque de 250 000 $ à Kevin en guise de paiement de la demande d'indemnisation. Kevin a reçu 150 000 $ de Farmers Insurance pour une police d'assurance vie temporaire souscrite en 2009 pour Lisa. Après le décès de Lisa, Kevin a modifié la police d'assurance de la propriété, passant d'une assurance locataire à une assurance propriétaire et ajoutant une piscine. Kevin a également souscrit une assurance automobile pour une Cruze 2013, une Malibu 2011 et 2 camping-cars. Il a utilisé les fonds non seulement pour régler son prêt immobilier, mais aussi pour acheter de nouvelles voitures et une résidence en Floride, ainsi que pour financer des leçons de pilotage. Au total, Lisa détenait près de 800 000 $ de police d'assurance vie que Kevin a intégralement encaissé. Au cours du procès, l'accusation a fait témoigner Sabrina, qui a déclaré que sa relation avec son père adoptif, Kevin, avait débuté au printemps 2012. Dans son témoignage devant la cour, Sabrina a raconté que Kevin la conduisait généralement au lycée Willoughby South et qu'au cours de ces trajets, il se livrait à des activités sexuelles. Elle a déclaré que Kevin a expliqué qu'il ne pouvait pas divorcer de Lisa en raison de préoccupations concernant le partage de la garde de Hayley. Selon Sabrina, l'idée de tuer Lisa est partie d'une petite idée. Kevin lui envoyait de temps en temps des SMS exprimant son aversion pour Lisa et lui faisait part de l'idée qu'une fois Lisa partie, ils pourraient acheter leur propre maison, vivre ensemble et Sabrina pourrait faire des études tout en assumant un rôle maternel auprès des enfants. Sabrina a informé le tribunal qu'elle avait contacté son ami Autumn Pavlik au début du mois d'octobre pour lui demander de trouver quelqu'un pour tuer sa mère adoptive. Autumn a déclaré « Elle m'a demandé si je pouvais lui trouver un tueur à gages. Elle m'a dit qu'ils allaient divorcer
et qu'elle valait plus morte que vivante. Cependant, Sabrina a finalement décidé de gérer la situation elle-même. Elle a témoigné que le 15 novembre 2012, Kevin l'a conduite à l'école, mais qu'en se garant, il s'est mis à pleurer. Sabrina a affirmé que Kevin avait révélé qu'il s'était violemment disputé avec Lisa la nuit précédente et qu'il envisagerait de se suicider si Lisa n'était pas morte. Sabrina a déclaré à la cour « J'avais peur pour lui parce que j'étais tombée amoureuse de lui ». En réponse, Sabrina a assuré à Kevin qu'elle prendrait la responsabilité de tuer Lisa, et moins de 24 heures plus tard, Lisa était morte. L'accusation a présenté le docteur Joseph Andrew Fellow, un médecin légiste affilié au bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga, pour témoigner des graves blessures subies par Lisa. Le docteur Fellow a supervisé l'autopsie de Lisa. Selon le témoignage du docteur Fellow, Lisa a subi une blessure mortelle dans la région de la mandibule, mâchoire, pénétrant suffisamment profondément pour sectionner l'artère carotide reliée au cerveau. Une autre blessure mortelle a été identifiée dans son sein, pénétrant et provoquant l'effondrement du poumon sous-jacent. Le docteur Fellow a décrit plusieurs coupures sur le corps de Lisa comme étant complexes, suggérant que le couteau utilisé s'est tordu au moment de la pénétration ou que le corps a été soumis à un mouvement de torsion. Notamment, l'un des doigts et l'un des pouces de Lisa ont été presque sectionnés. Des blessures défensives étaient également évidentes sur le corps de Lisa. Le docteur Fellow a conclu que la cause de la mort était attribuée à de multiples coups de couteau et incisions, au moins 178 au total, sur la tête et le cou, le torse et les extrémités, avec des lésions musculo-squelettiques, vasculaires et viscérales. La brutalité de l'agression a été soulignée par le fait que le couteau utilisé s'était déformé en raison de la violence extrême infligée pendant l'agression. La défense a affirmé que Kevin n'était pas coupable et a fait porter à Sabrina l'entière responsabilité de la mort de Lisa. Elle a souligné l'absence de preuves matérielles attestant d'une relation sexuelle entre Kevin et Sabrina, en insistant sur le fait que l'accusation s'était uniquement appuyée sur le témoignage de Sabrina, qui, selon elle, n'était pas fiable étant donné qu'elle avait accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. La défense a soutenu que le mobile de Sabrina pour tuer Lisa provenait d'une conversation qui avait eu lieu 2 semaines avant la tragédie. Selon eux, Lisa avait informé Sabrina qu'elle devait déménager avant le One Air janvier 2013. Kevin a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. La cour a été informée que malgré l'impossibilité de récupérer les messages textes ou les appels téléphoniques entre Sabrina et Kevin, les dossiers officiels ont révélé une quantité substantielle de communications, 1491 textes ou appels, échangés entre leurs téléphones portables entre le One Air novembre 2012 et le 16 novembre 2012. En particulier, 78 appels ou textes ont été enregistrés entre 7h12 le 15 novembre et 12h48 le 16 novembre, soit une demi-heure avant la mort tragique de Lisa. Après près de 10 heures de délibération, le jury a rendu son verdict, déclarant Kevin coupable des 11 chefs d'accusation retenus contre lui. Les charges comprenaient 6 chefs d'accusation pour agression sexuelle, 3 chefs d'accusation pour complicité de meurtre aggravé et 2 chefs d'accusation pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé. Kevin a donc été condamné à une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Sabrina, qui a plaidé coupable de meurtre aggravé, a également été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. À l'issue de la procédure judiciaire, les 2 individus ont été condamnés à des peines importantes pour le rôle qu'ils ont joué dans les événements tragiques. Ainsi, à l'heure actuelle, Kevin est toujours derrière les barreaux à la Lake Erie Correctional Institution à Conneaut, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2043, tandis que Sabrina est incarcérée à la Dayton Correctional Institution à Dayton, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2042. Molly Cecilia Tibbetts est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie, de parents Rob Tibbetts et Laura Tibbetts. Alors qu'elle était en 2e année,
Ses parents ont divorcé, ce qui l'a amené à déménager dans l'Iowa avec sa mère et ses 2 frères et sœurs. Malgré la séparation, son père a maintenu un lien étroit avec les enfants. Molly résidait à Brooklyn, dans l'Iowa, une petite ville située à environ 70 miles à l'est de Des Moines. Elle poursuivait des études de psychologie à l'université de l'Iowa. En outre, elle travaillait dans un camp de jour pour enfants au Grinnell Regional Medical Center et se préparait pour sa 2e année d'université. Le 19 juillet 2018, un jeudi, des inquiétudes sont apparues lorsque Molly Tibbetts, âgée de 20 ans, ne s'est pas présentée à son travail d'été dans une garderie à Brooklyn, dans l'Iowa. Son absence n'était pas caractéristique, ce qui a incité son petit ami, Dalton Jack, à tenter de la joindre, mais ses appels sont restés sans réponse, renvoyés sur la messagerie vocale. Aucun membre de la famille ou ami de Molly ne l'avait vue ce jour-là, ce qui a incité Dalton à signaler sa disparition aux autorités. Selon Dalton, le dernier contact qu'il a eu avec Molly remonte à la nuit précédente, alors qu'elle était seule à la maison. Molly était restée à la résidence de Dalton, partagée avec son frère, Blake Jack, à Brooklyn, dans l'Iowa, car elle s'occupait de leur chien. Molly a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 18 juillet. Lors de l'enquête de police, Dalton a informé les policiers que lui et son frère étaient partis travailler cette semaine-là, laissant Molly seule à la maison. Il a déclaré que sa dernière interaction avec Molly était un message Snapchat reçu à 10h30 le 18 juillet, alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un film. La police a lancé des recherches pour retrouver Molly et a appris que le 18 juillet, elle était sortie faire un jogging le long d'une route rurale près de Brooklyn. Christina Stewart, une connaissance de Molly, a fourni des informations à la police, déclarant qu'elle avait vu Molly courir vers 7h45 ce même jour. En passant devant elle, Christina a reconnu Molly et était certaine qu'il s'agissait d'elle. Cela a incité les autorités à enquêter sur les images de surveillance dans les environs afin de retracer l'itinéraire de Molly et ses déplacements ultérieurs. Pendant plusieurs semaines, un effort concerté impliquant des centaines de bénévoles, des amis, des familles et les forces de l'ordre a été lancé pour retrouver Molly, mais aucune trace n'a été découverte. L'affaire a pris une tournure prometteuse lorsque la police a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Molly pendant sa course. Les images montrent des véhicules en train de passer, et une voiture en particulier attire l'attention pour avoir fait demi-tour et dépassé Molly une nouvelle fois. L'individu identifié par la police était Christian Bahena Rivera, un migrant mexicain sans papier qui travaillait sous un faux nom dans une ferme laitière voisine appelée Yarabi Farms depuis 4 ans. La caméra de surveillance d'un propriétaire l'a filmé en train de passer devant Molly au volant de sa Chevrolet Malibu. Christian a ensuite été interrogé sur la disparition de Molly. Dans un premier temps, Christian a nié avoir vu Molly ce jour-là, mais après un long interrogatoire, il a fini par avouer l'avoir rencontrée. Il a admis avoir vu Molly en conduisant et avoir fait demi-tour parce qu'il la trouvait attirante. D'autres interrogatoires ont réduit à néant tout espoir de retrouver Molly vivante. Christian a révélé qu'il était sorti de son véhicule et s'était approché de Molly, qu'il avait menacé d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Cela a provoqué sa colère et l'a conduit à s'évanouir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé à l'intérieur de son véhicule avec Molly à l'intérieur, décédée et couverte de sang. Il a alors avoué avoir conduit jusqu'à un champ de maïs à Brooklyn où il a enterré son corps. Christian a guidé la police jusqu'à l'endroit où Molly a été enterrée, où ils ont découvert ses chaussures de course distinctives au milieu des feuilles et des tiges de maïs. L'autopsie a révélé que Molly avait été poignardée à plusieurs reprises. Christian était accusé de meurtre au premier degré, mais bien qu'il ait guidé la police jusqu'au lieu d'enterrement du corps de Molly, il a plaidé non coupable. En conséquence, l'accusation a cherché à persuader le jury que, bien que Christian ait affirmé avoir perdu connaissance après que Molly l'eût menacé d'appeler la police et qu'il l'eût découverte couverte de sang dans son véhicule, la seule explication plausible à cette lacune dans ses aveux était qu'il avait commis l'acte de la poignarder à mort. L'accusation a présenté l'argument selon lequel Christian et Christiane seuls étaient responsables de la mort de Molly, affirmant que personne d'autre n'était impliqué dans le crime.
Le jury a été informé que l'accusation s'appuierait sur 3 points principaux pour étayer son argumentation. Premièrement, des images de surveillance montrant le camion de Christiane passant à côté de Molly alors qu'elle faisait son jogging. Deuxièmement, les déclarations spécifiques que Christian a faites à la police, ainsi que le rôle qu'il a joué pour les conduire à l'endroit où le corps de Molly a été enterré. Troisièmement, la présence de l'ADN de Molly dans son camion qui l'implique davantage dans le crime. Le procureur du comté de Poweshiek a déclaré à la cour « Lorsque vous rassemblez ces preuves, il ne peut y avoir d'autre conclusion que l'accusé a tué Molly Tibbetts. » La cour a été informée que Molly était sortie courir dans la soirée du 18 juillet et n'était jamais rentrée chez elle. Au lieu de cela, son corps en état de décomposition avancée a été découvert 1 mois après que sa disparition ait été signalée. Au cours du procès, le petit ami de Molly, Dalton Jack, a témoigné. Il a exprimé son chagrin d'avoir perdu Molly et l'a décrite comme une jeune femme joyeuse, pleine d'entrain et idiote, qui allait souvent courir. Dalton a déclaré que leur relation durait depuis 3 ans et a raconté que le jour de la disparition de Molly, il était parti travailler. Il a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe qui construisait un pont à Dubuque, à environ 140 miles de Brooklyn. Selon le témoignage de Dalton, il a travaillé pendant 12 heures le jour où Molly a été vue vivante pour la dernière fois, puis il a socialisé avec l'équipe, buvant de la bière et jouant à des jeux de cours. Il a précisé qu'il n'était pas rentré à Brooklyn ce soir-là, mais qu'il était resté à l'hôtel. Au cours du procès, l'accusation a informé la cour qu'au moment de son arrestation, Christian a avoué à la police qu'il était passé devant Molly en voiture et que, la trouvant attirante, il avait fait demi-tour pour l'approcher. Il a admis avoir couru à côté d'elle, mais lorsque Molly a menacé d'impliquer la police, sa colère est montée d'un cran, ce qui a conduit à une confrontation et à un évanouissement. Il s'est ensuite souvenu d'avoir conduit avec le corps ensanglanté de Molly dans son camion. Selon les témoignages, Christian a ensuite transporté Molly dans un champ de maïs, où il l'a portée jusqu'au lieu de l'enterrement, en la recouvrant de tiges de maïs. L'accusation a affirmé au jury sa conviction qu'un mobile sexuel était impliqué dans la mort de Molly, notant qu'elle n'était vêtue que de chaussettes et d'un soutien-gorge de sport, les jambes écartées, lorsque son corps a été découvert dans le champ de maïs. Le jury a été informé des blessures de Molly, l'autopsie ayant révélé qu'elle avait subi entre 7 et 12 coups de couteau à la poitrine, aux côtes, au cou et au crâne, et qu'elle avait finalement succombé à des blessures par arme blanche. L'accusation a présenté des preuves supplémentaires à la cour, soulignant l'ADN de Molly découvert dans le camion de Christian, en particulier sur les taches de sang trouvées sur le joint en caoutchouc du coffre et le revêtement du coffre de sa Malibu. Soulignant l'ensemble des preuves, l'accusation a exhorté le jury à les prendre en compte de manière exhaustive, affirmant qu'elle ne laisserait aucune place au doute quant à la culpabilité de Christiane. En revanche, la défense a présenté un point de vue différent. Elle a soutenu que Christiane n'était pas responsable de l'agression de Molly. Le décrivant comme un immigrant qui travaille dur et qui est entré illégalement dans le pays à l'adolescence à la recherche d'une vie meilleure, son avocate, Jennifer Fries, a insisté sur le fait que la police avait prématurément conclu l'enquête sur le cas de Molly. Mefrez a souligné que si la famille de Molly méritait que justice soit faite, Christiane Baena Rivera le méritait également. La défense a affirmé que Christiane avait subi des pressions pour faire de faux aveux. Elle a décrit son client comme un béni oui-oui et a déclaré qu'il faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Elle a expliqué au jury que la police l'avait interrogé pendant des heures et des heures alors qu'il venait de travailler 12 heures. Elle a déclaré au jury que ses aveux étaient faux et obtenus sous la contrainte. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on mette dans la tête de mon client l'idée que « peut-être avez-vous perdu connaissance ». Dans cette affaire, l'État a obtenu ce qu'il voulait et a clos le dossier. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une pression intense pour clore cette affaire, pour arrêter quelqu'un pour ce crime odieux. La défense a soutenu que Christiane n'avait jamais avoué avoir poignardé Molly et a suggéré l'implication d'une autre partie. Elle a cherché à éveiller les soupçons sur Dalton, le décrivant comme un petit ami imparfait au tempérament emporté.
Dalton a admis lors de son témoignage qu'il avait tendance à perdre son sang-froid et à se battre par le passé. En outre, la défense a affirmé que Dalton n'était pas un petit ami fidèle, car il a admis avoir commis une erreur et avoir trompé Molly. Dalton a confirmé que Molly avait découvert son infidélité en consultant les messages de son téléphone. Bien que Dalton ait prétendu qu'ils avaient tourné la page, la défense a révélé que 3 jours avant la disparition de Molly, elle était encore bouleversée par cette affaire. La veille du jour où elle a été vue pour la dernière fois vivante, elle en a reparlé. La défense a également présenté les relevés téléphoniques de Dalton, indiquant qu'il n'avait appelé Molly qu'une seule fois dans les jours qui ont suivi sa disparition, alors que son corps n'a été découvert qu'1 mois plus tard. La défense a informé le jury d'un SMS inhabituel que Dalton avait reçu d'une femme avec laquelle il avait déjà eu une relation. Ce message a été envoyé après que la disparition de Molly a été signalée, au milieu d'un vaste effort de recherche. Le message demandait « Dalton, est-ce que Molly est vivante ?» Dalton a reconnu ses fautes et son manque d'honnêteté. Il a admis avoir initialement induit la police en erreur en affirmant qu'il regardait un film dans sa chambre d'hôtel la nuit où Molly a disparu. Il a également confirmé qu'il avait d'abord dit à la police que sa dernière communication avec Molly était un Snapchat reçu à 10h30, alors qu'en réalité il l'avait reçu après 1h du matin. Il a cependant nié toute implication dans la mort de Molly. Christian s'est présenté à la barre et a expliqué à la cour que ses premières déclarations à la police n'étaient pas véridiques parce qu'il craignait pour la sécurité de son ancienne compagne et de son enfant. Il a affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Molly et a mis en cause 2 autres personnes. Selon le témoignage de Christian, le 18 juillet, alors qu'il prenait une douche, 2 hommes masqués qu'il n'a pas reconnus ont fait irruption dans sa caravane. L'un brandit un couteau, l'autre une arme à feu. Ils l'ont contraint à se rendre en voiture sur une route rurale près de Brooklyn, où se trouvait Molly. Christian a affirmé que l'un des hommes avait tué Molly et placé son corps dans son véhicule en lui indiquant où s'en débarrasser. Il a déclaré qu'il l'avait ensuite menacé, l'avertissant qu'il arriverait du mal à son ancienne petite amie et à sa fille s'il parlait. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, il a d'abord dit à la police qu'il s'était approché de Molly et qu'il s'était évanoui plutôt que de révéler la vérité. La défense a fait témoigner Michael Spence, consultant en médecine légale, au sujet de l'ADN découvert dans le camion de Christian. S'il a confirmé que l'ADN de Molly était présent sur les taches de sang dans le camion, il a également déclaré que d'autres ADN avaient été trouvés, notamment ceux d'au moins un homme et une femme non identifiés. Iris Gamboa, la mère de la fille de Christian, a témoigné qu'elle avait vécu avec lui pendant 4 ans, jusqu'à ce que leur relation prenne fin en 2017. Malgré leur séparation, elle a décrit Christian comme un bon père. Elle a mentionné qu'il payait régulièrement $500 de pension alimentaire pour leur fille chaque mois et qu'il envoyait également de l'argent à ses parents au Mexique pour les aider à construire une nouvelle maison. Interrogé sur le comportement de Christian à son égard, Iris a déclaré qu'il n'avait jamais été violent et qu'il n'avait jamais manifesté de colère excessive. Après 7 heures de délibération, le jury déclare Christian coupable de meurtre au 1er degré. Avant l'audience de détermination de la peine, la défense a demandé du temps pour enquêter sur 2 allégations apparues après le verdict de culpabilité. Le juge a accordé un délai à cet effet. Après avoir obtenu des détails sur les nouvelles informations, la défense a déposé une requête demandant un nouveau procès pour Christian. Il a été révélé au tribunal que les allégations suggéraient des preuves indiquant que d'autres personnes étaient responsables de la mort de Molly. Ceux qui n'avaient été révélés qu'après le verdict de culpabilité. Selon 2 personnes, un homme nommé Gavin Jones leur a avoué qu'il était responsable de la mort de Molly. L'un d'eux, un détenu, a déclaré que Gavin lui avait révélé son implication alors qu'ils étaient tous 2 incarcérés à la prison du comté de Keokuk. Le détenu a raconté les aveux de Gavin, affirmant que ce dernier avait poignardé Molly avec un autre individu, l'avait démembré et avait enveloppé son corps dans du plastique. Interrogé par la police, Gavin a nié toute implication. Il a été révélé qu'il avait séjourné dans un centre de réadaptation au cours de l'été 2018
et qu'il avait ensuite résidé dans une résidence assistée sous la supervision de l'État. La défense a également informé la Cour qu'une femme s'était manifestée, affirmant avoir été enlevée dans une station-service de Brooklyn plusieurs semaines avant la disparition de Molly. Selon son récit, un homme qui se trouvait à la station-service a pointé une arme sur sa propre tête et a fait cette déclaration. « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison. Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Molly Tibbetts parce que je l'ai violée et tuée. » Sur la base de ces nouvelles informations, la défense a fait valoir que le verdict de culpabilité devait être annulé, car il avait été jugé dangereux et qu'un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, le juge n'est pas d'accord avec cet argument. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve présentés un mois après le report de l'audience de détermination de la peine, il a conclu qu'il n'était pas fiable. En outre, il n'a trouvé aucune raison impérieuse d'annuler le verdict. Le juge a relevé des divergences entre la déclaration présumée attribuée à Gavin et les preuves réelles présentées dans l'affaire, notant que Molly n'avait pas été démembrée ni enveloppée dans du plastique. En outre, le juge a souligné qu'un grand nombre des nouvelles allégations étaient en contradiction avec les arguments de la défense et les preuves qu'elle a présentées au cours du procès. Leur requête a été rejetée et le juge les a informés qu'il allait procéder à la condamnation de Christiane. S'adressant à Christiane au tribunal, le juge a déclaré « Vous et vous seul avez changé à jamais la vie de ceux qui aimaient Molly Tibbetts. » L'Iowa ne connaissant pas la peine de mort, Christiane, reconnue coupable de meurtre au premier degré, a été condamnée à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, Christiane a été condamnée à verser 150 000 $ de dédommagement à la famille Tibbetts. La mère de Molly, Laura Calderwood, a fait une déclaration à l'intention de Christiane, qui a été lue à la cour. « Je suis venue ici pour donner une voix à notre fille, petite fille, sœur, petite amie, nièce, cousine et amie, Molly Cecilia Tibbetts. Molly était une jeune femme qui voulait simplement faire une course tranquille le soir du 18 juillet et vous avez choisi de mettre fin à sa vie de manière violente et sadique. À cause de votre acte, le père de Molly, Rob, ne pourra jamais accompagner sa fille unique à l'hôtel. À cause de votre acte, Monsieur Rivera, je ne verrai jamais ma fille devenir mère. » La déclaration décrit la difficulté pour Laura d'annoncer la nouvelle tragique du meurtre de Molly à sa propre mère, Judy Calderwood, compte tenu notamment de la foi profonde de Judy et de sa conviction inébranlable que Molly serait retrouvée vivante. Laura a raconté ce moment. J'ai dit très calmement et doucement « Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils ont retrouvé le corps de Molly ce matin. La foi inébranlable de Judy Calderwood avait été brutalement brisée par votre acte de violence insensé. » Le procureur de l'affaire s'est dit convaincu que le jury avait pris la bonne décision en prononçant le verdict et que la peine imposée était appropriée, déclarant « Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, elle est tout à fait méritée. »